avec Harper, il n'y a rien qui est arrivé. Ouais. C'est mort dans... Ils doivent avoir une expression, là, c'est mort dans brume, ou je ne sais pas trop. Là, c'est disparu. Mais ça n'a pas disparu pour nous autres. Nous autres, on a continué. Mais c'était décourageant un petit peu. Là. On s'était tous tirés à Ottawa. Là, et puis, il n'y a rien qui est arrivé après ça. Au tournant du millénaire, le gouvernement libéral de Jean Chrétien était encore au pouvoir au Canada. Les fonctionnaires LGBTQ2S étaient tranquillement acceptés dans différents postes et services fédéraux, mais devaient encore se battre pour obtenir les mêmes avantages que leurs collègues hétérosexuels. C'est pendant cette période que des gens comme Gary Kinsman, Patricia Gentili, Lynn Golliker et sa partenaire Carmen Poulain, entre autres, menaient les recherches importantes qui allaient ultimement contribuer à obtenir des excuses du gouvernement canadien dont vous entendrez parler dans cet épisode. Alors que les politiques et les avantages de la fonction publique ont commencé à inclure les partenaires du même sexe des employés fédéraux, la GRC et les Forces armées canadiennes ont suivi le mouvement pour leurs membres respectifs, bien que de manière plutôt réticente. Salut et bienvenue à la Perche LGBT, la honte du Canada. Voici l'épisode 7 de notre série en 8 parties qui raconte la vraie histoire de la Perche LGBT au Canada. Ici, Sean Dern. Cette série est soutenue en partie par une subvention communautaire du le Fonds Perche LGBT à Ottawa. En 2001, sous le ministre de la Défense Art Eggleton, les Forces armées canadiennes ont finalement permis les femmes d'accéder à tous les domaines des forces. En 2003, les libéraux ont fait appel à l'ancien ministre des Finances Paul Martin pour remplacer le premier ministre Jean Chrétien. Et pas longtemps après, le Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a statué que l'interdiction des mariages entre personnes de même sexe était inconstitutionnelle le 24 septembre 2004, changeait effectivement la définition du mariage dans la province pour l'union légale de deux personnes à l'exclusion de tous les autres. Le premier ministre Martin a demandé l'avis de la Cour suprême du Canada sur la question du mariage entre personnes du même sexe, reportant ainsi le débat parlementaire sur le mariage égal après l'élection fédérale de 2004. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui en faveur du projet de loi C-38, la loi sur le mariage civil. Je prends la parole en faveur d'un Canada où les libertés sont sauvegardées, où les droits sont protégés, où les citoyens sont égaux devant la loi. Mr. Speaker, this is an important day. C'était une journée importante quand le Canada est devenu le 4e pays au monde à légaliser le mariage pour tous sous le gouvernement libéral de Paul Martin en juillet 2005. Ça n'a pas pris longtemps avant que 2 hommes, un sergent des forces canadiennes et un officier adjudant, soient mariés dans la chapelle de la BFC Greenwood en Nouvelle-Écosse lors du premier mariage gay militaire. La lune de miel était terminée 7 mois plus tard pour les Canadiens queer quand le chef des conservateurs Stephen Harper a été élu premier ministre et a formé ce qu'il insistait à appeler le nouveau gouvernement du Canada. Le gouvernement de Harper était connu pour son caucus socialement conservateur et pour avoir quelques ministres du cabinet restés dans le placard dont la sexualité n'était jamais discutée que dans les conversations polies ou politiquement neutres. Puis en 2010, Patricia Gentili et Gary Kinsman ont publié La guerre canadienne contre les queers, la sécurité nationale comme régulation sexuelle. Leur livre a vraiment fait des vagues et a inspiré d'autres personnes à agir. Des personnes comme Diane Pitre. Puis en 2011, j'ai pris ma retraite, après une trentaine d'années avec Pouce Canada. Puis j'ai continué à faire mon activisme seule, parce que je connaissais pas personne. Les seuls que je connaissais, ils étaient partis. Je savais pas ils étaient où. Puis une journée à la télévision, j'ai entendu un membre du Parlement NDP, Peter Stauffer, parler de la purge. Je sais pas où ça venait, je lui ai pas demandé. J'ai envoyé un courriel, il m'a répondu. Il m'a dit que pour qu'il puisse m'aider, il fallait que j'aide des gens. Là, je me suis mis à chercher. J'ai envoyé un courriel à Lynn Golliger. Puis elle nous contactait, puis on a commencé de faire un groupe ensemble. Nous demande des excuses au gouvernement pour les choses qui étaient aux personnes LGBTQ. Puis c'était militaire, GRC, puis de service public, ces 3 groupes-là.
Puis c'était autour de 30 personnes. Alors, c'était nous ensemble. Puis nous, Carmen et moi, on avait toutes nos recherches dans notre tête. Puis moi aussi, toute mon expérience personnelle. Elle m'a répondu, elle a appelé Peter. Ça m'a mis en contact avec Martine Roy, Darrell Wood, avec Gary Kingsman. Nous avons discuté avec plusieurs de ces personnes lorsque nous avons préparé le livre. Mais ce qui est devenu évident, c'est que les gens voulaient vraiment agir. Ce n'était pas simplement un livre avec une recherche importante. C'était lié à ce que les personnes qui avaient été persécutées souhaitaient réellement faire. Ils voulaient des excuses. Ils voulaient faire supprimer tous les délits au code criminel dont ils avaient été accusés. Et ils réclamaient une compensation ou des réparations pour ce qu'ils avaient subi. Avec toute cette recherche extraordinaire et le travail accompli pour révéler les expériences des soldats et soldates queer, j'ai demandé à Martine Roy de m'expliquer comment cela s'est transformé en recours collectif. Toute ma vie, je m'étais dit, un jour, je vais rencontrer un avocat qui va être prêt à faire moi j'appelais ça le gamble, la tentative de nous représenter. Et moi, je vais être obligée de te ramener en arrière. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick pour IBM, en 2000, j'ai rencontré 2 professeurs, Carmen Poulain puis Lynn Goodtillier. Et elles sont un couple qui faisait une recherche sur les femmes qui avaient été congédiées de l'armée pour homosexualité. Donc, ils avaient fait une entrevue avec moi. Mais c'était censé rester juste universitaire. Okay? C'était un papier. Et c'est quand ces gens-là sont arrivés en 2014, c'est là que je me suis rendu compte, en même temps, qu'eux autres qui étaient en arrière de ça aussi, avec le NDP. Ouais. Puis avant ça, on avait eu un autre appel ou un courriel de Diane Pitre nous disant on essaie de ramasser du monde pour amener ça au Parlement, pour faire une pétition elle avait convaincu son membre de Parlement qu'on devrait aller, puis que ça, c'était à l'époque du gouvernement Harper. Là, ils disent, OK, on monte un groupe, we demand an apology, on demande des excuses. Mais il faut comprendre, il n'y avait rien. Là. Il y avait pas, c'était pas un organisme non lucratif, c'était pas subventionné, c'était toute notre gang sur le coin du bureau, on faisait ça. Puis je me rappelle même, Carmen, elle avait fait toute la traduction pour la conférence de presse. Il y a eu tellement de choses qui ont bougé en même temps, là, qu'il faut tout mettre ça ensemble pour se rendre compte du mouvement. Parce que moi, je sais que moi, j'étais préoccupée par les traductions beaucoup. Ça m'importait que ça sorte en français puis que ça sorte en anglais en même temps. Et nous sommes allés au Parlement en 2015 pour demander des excuses. Puis passer plus en dessous du tapis que ça, tu meurs. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui en a entendu parler. Et c'est là aussi que j'ai rencontré pour la première fois une autre femme, qui est une grande féministe de la Nouvelle-Écosse, qui a écrit beaucoup de papiers. Et elle a raconté son histoire, puis c'est comme si c'était mon histoire. Puis là, j'ai fait « wow », là, c'était une autre personne. Puis là, tu sais, ça rajoutait comme ça. Mais ça n'avait rien donné. En très découragée après ça. Avec Harper, il n'y a rien qui est arrivé. Ouais. C'est mort dans... Il doit avoir une expression, là, c'est mort dans brume, ou je ne sais pas trop. Là, c'est disparu. Mais ça n'a pas disparu pour nous autres. Nous autres, on a continué. Mais c'était décourageant un petit peu. Là. On s'était tous tirés à Ottawa. Là, et puis, il n'y a rien qui est arrivé après ça. Mais il y a eu une couverture de la presse, mais après ça, c'est mort. Et puis, mais quand Trudeau est venu au pouvoir, au début de l'été, si je ne m'abuse, là, il annonce qu'ils vont faire des excuses. Alors, nous autres, là, l'activité entre cette annonce-là et puis les excuses comme telles, ça a accéléré. Vers cette même période, Egal a mis sur pied un comité appelé le Comité pour une société juste, qui était composé des militants communautaires et des personnes travaillant dans la défense juridique. Là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous contacte, qui est Doug Elliott, Egal, puis tout ça, qui disent « Hey, on est en train de monter un comité de la juste société.
avec tous des avocats puis activistes à travers le Canada pour monter des recommandations qu'on va donner aux fédéraux libéraux. EGAL est l'une des principales organisations canadiennes pour les personnes et les enjeux d'ES-LGBTQI. Leur comité incluant aussi l'avocat principal de recours collectif, le Dr Douglas Elliott. Finalement, Doug, il dit « OK, on est prêt à remettre le rapport. » Et y a-t-il quelqu'un de « We demand an apology », on demande des excuses qui pourrait venir. Et là, la seule personne qui était libre pas loin, c'était moi. Alors, j'étais allée là en courant. J'étais arrivée d'ailleurs un peu en retard. Et ils ont fait la conférence de presse. Ils ont fait ça sur la colline? Dans le Parlement, tu sais, quand tu as la salle avec les caméras et tout ça. À ce temps-là, c'était au center block, là, ouais, celui dans le sous-sol? Oui. Et on a eu beaucoup plus d'attention. C'était Judy Rebold qui a reçu ça comme ministre de la Justice. Et ça avait de l'air très prometteur. Tu sais, ça avait de l'air, wow, OK, ils vont vraiment... Puis il y avait quand même 84 recommandations. Il y en avait plusieurs qui étaient très importantes, puis qui ont réglé. Et une était de former un secrétariat ou un bureau, quelque chose par rapport à la communauté. S'il y avait des lois qu'on voulait enlever, on voulait aussi effacer des dossiers. Je suis même allée au Sénat pour aider pour C60. Ça, en tout cas, je rencontre donc, on va dîner. Douglas Elliott est là et Michel Douglas. Là, c'est la première fois que je les rencontre. Je n'avais jamais rencontré Douglas Elliott. Et tu avais Michel qui était assis à côté de là, mais Michel qui était toujours pour le ministre de la Justice. Donc, très discret. Tu sais, c'est quasiment si on savait si c'était là. Et là, finalement, Doug me demande si je veux joindre la Juste Société, le comité, parce que la personne qui représente le Québec a quitté. Mais je dis, je suis pas avocat, c'est pas grave. Alors, j'ai joint la Juste Société. Et là, on a commencé à faire des rencontres. Alors, là, on a eu une en juillet, parce qu'on avait déposé ça en juin, si je me trompe pas. Puis, on a eu une en juillet, en août, en septembre, en octobre. Puis, en décembre, finalement, on était au Château Laurier. Puis, je sais pas pourquoi. J'ai décidé d'apporter mon dossier au complet, que j'avais été sorti des archives. Je l'ai apporté à Doug, puis je lui ai donné, puis j'ai dit, tu penses pas qu'il y a quelque chose qu'on pourrait... Is there something we could do? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire par rapport à ça? And I said, yes, I do think we could do something. Puis c'est là que lui a dit, je pense que oui. J'ai dit, je pense qu'on pourrait faire un recours collectif. Il dit, laisse-moi réfléchir, puis je te reviens. Et comme de fait, il m'a trouvé une avocate qui était Audrey Boctor, à Montréal, avec qui je suis allée déjeuner avec Doug est descendu en ville. On est allé rencontrer Audrey. Audrey a accepté, elle était avec IMK, a accepté de prendre le dossier. Mais en fait, je travaillais dans un autre dossier qui n'a pas de relation avec Doug Elliott, qui a été l'avocat principal du groupe à travers le Canada. Puis Doug m'a demandé si ça m'intéressait de se joindre à lui, si le cabinet IMK serait intéressé à se joindre à lui et son cabinet pour former un groupe pan-canadien pour cette poursuite d'action collective dans cette matière. Puis Doug a suggéré que je rencontre Martine Roy. Ce que j'ai fait, elle est venue chez moi pour un brunch. Écoute, une fois que j'ai rencontré Martine, moi, il n'y avait aucune chance que je ne fais pas le dossier. Peux-tu parler de son histoire un peu? C'était quoi de son histoire ou bien juste de son personnalité qui t'a forcé d'engager à ce point-là? Mais écoute, Martine, c'est quelqu'un qui elle est extrêmement ouverte, chaleureuse. Elle m'a raconté ce qui lui était arrivé. Puis moi, quand Doug m'avait parlé de ça, il ne m'avait pas trop donné de détails. Il m'avait parlé de la purge puis des politiques officielles, etc. Mais Martine a raconté comme la vraie histoire. C'était pas juste on t'invite dans le bureau puis on dit vous êtes renvoyé. C'était vraiment... tu sais, comme jeune personne de 18-19 ans, elle a été... on lui a amené dans une voiture à un entrepôt où on l'a interrogé sur ses préférences, ses habitudes sexuelles, ses relations.
Puis on lui a demandé de parler des autres. C'est vraiment comme un interrogatoire, puis ça n'a rien à voir avec son travail. C'est juste une enquête sur elle, puis ses préférences sexuelles. Et il y a toute une violence qui vient avec ça. Puis Martine, c'était quelqu'un qui était, c'était un membre des Forces armées extraordinaire. Ça avait absolument rien à voir avec ses habiletés, son travail. Puis l'impact que ça a eu sur elle, elle a passé des périodes très difficiles, mais finalement, elle est devenue quelqu'un qui militait pour les droits des personnes LGBT au sein des milieux de travail. Puis elle est devenue, Martine c'est quelqu'un pour moi, c'est vraiment comme un héros. C'est quelqu'un que j'admire sans fond. Vraiment, en tout cas, j'ai juste... C'est une personne qui inspire, puis qui vraiment, pour moi, c'était ça. Comme j'ai dit, après la rencontre, j'ai écrit à mes associés, puis j'ai dit, on prend ce dossier. L'avocat Douglas Elliott m'a expliqué que s'il avait lancé cette cause pendant l'ère Harper, il aurait quand même pu gagner, mais il ne pensait pas que M. Harper l'aurait réglé. Elliott a déclaré qu'il aurait dû porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême du Canada pour obtenir réparation. Lorsque Doug m'a approché, on était en 2016. On était déjà dans l'époque de Trudeau. Il y avait déjà eu, beaucoup de travail de terrain de fait par rapport à la possibilité d'avoir des excuses officielles. Puis il y avait une certaine ouverture, mais ça bougeait pas. Même avec toute la bonne volonté, ça bougeait absolument pas. Il y avait comme, tu sais, des approches puis une bonne réception, mais rien de concret. Alors, on a décidé de déposer les actions. On a déposé la même journée l'action collective au Québec avec Martine Roy comme demandeur. Et en Ontario, la firme de Doug Elliott a déposé l'action avec Todd Ross comme demandeur. Et puis, après ça, en Cour fédérale, il y a eu un autre cabinet qui a déposé une action avec Alita Setalik comme demandeur. Puis on a décidé ensuite de réunir tous les dossiers en Cour fédérale puis de faire une action pan-canadienne en Cour fédérale avec les 3 demandeurs qui pourraient représenter le groupe à travers le Canada. Les avocats ont commencé à travailler ensemble sur la cause. Et là, nous, on a été contactés par eux à un moment donné pour les aider à se préparer, à savoir ce à quoi s'attendre, les plaignants, l'expérience qui était censée... C'était une demande les plaignants ou une demande de Douglas? C'était des avocats à ce moment-là qui nous ont contactés, nous autres, là, pour savoir un peu ce qu'on avait fait. Parce que nous autres, notre étude, là, on avait publié là-dessus, ça faisait déjà quelques années. On avait fait des recommandations dans nos écrits, qu'est-ce qui devrait se passer. On avait une série de recommandations. Et puis, on leur a communiqué ça, mais ils voulaient avoir un rapport, puis ils voulaient être capables d'évaluer un estimé combien de plaignants pouvaient faire une requête. C'était un peu invisible qu'est-ce qu'on a faisait parce que c'était les avocats qui nous demandaient de faire un rapport, de revisiter notre donnée, puis réétudier les données, de chercher dans les données. Pour savoir combien de victimes il y avait, quel niveau de pas dommage, mais de harcèlement ou violence qu'ils ont vécu, c'est ça? Oui, dans un sens, le niveau des dommages, parce qu'ils ont mis ça dans 4 catégories. C'était 4 catégories de dommages, dans un sens. Ils divisaient entre ça des niveaux pour ça. Ça donnait le pouvoir, ce rapport-là, parce qu'on a donné beaucoup d'exemples aussi. Et ils nous ont fait travailler avec une autre chercheure qui était spécialiste justement avec des données comme les nôtres et plusieurs données, de faire des évaluations pour des estimés de combien de personnes pourraient demander une rétribution, une compensation pour l'expérience qu'ils avaient eue. Alors, ça, on a fait ça. Puis là, ils nous demandaient toutes sortes de questions qu'on ne pouvait pas répondre. Alors, ils voulaient un détail sur le type d'abus. Nous autres, c'est pas comme ça qu'on avait traité nécessairement nos données. Alors là, on a engagé une gang d'étudiants pour repasser
toutes nos données et on avait 126, si je ne m'abuse, 126 entrevues pour tout documenter, essayer de documenter quels ont été les abus, quelles ont été les différentes choses que notre échantillon, dont notre échantillon nous ont parlé. Alors là, il y a eu un travail là, de moine. Vous parlez à quelqu'un qui a travaillé en communication pour le gouvernement du Canada. Fait que je comprends bien. C'est ça. Fait qu'il fallait là, se dépêcher puis produire un rapport. Puis, je veux dire, c'était là, je me souviens de cet été-là, là, on roulait à 150 000 à l'heure. Pas beaucoup de vacances pendant ces années-là, là, pour essayer de sortir ce qu'il fallait. Mais on y est arrivé. Puis aussi, le gouvernement Trudeau nous a contactés, les membres du Parlement nous ont contactés, et moi, je me souviens, là, Mark DeCourcy. Je pense que c'est ça son nom. En tout cas, il m'envoie un courriel, puis il me dit, là, il dit, on aimerait ça savoir exactement qu'est-ce que ça doit inclure, les excuses. Alors là, il était concerné que la façon qu'il formulait les excuses, ça passe. Et puis, nous, on pouvait parler de ce qu'on savait par rapport aux militaires, mais il y avait la police montée, là. Le GRC. La GRC, puis la fonction publique. Fait que là, il a commencé à avoir une certaine consultation. Gary Kinsman vous a sans doute dit comment lui il était insatisfait de ce qui s'était passé à cette époque-là. J'ai pas besoin d'ajouter là-dessus. Mais pour nous... Mais est-ce que je peux vous demander, penses-tu qu'il y avait une certaine raison ou est-ce que vous êtes d'accord avec son position? Je pense que c'est certain que ça éliminait pas... Les excuses ne touchaient pas certaines lois. Ça, là, on regarde l'histoire, puis c'est indéniable. La question, par contre, que pour nous qui était importante, c'est est-ce que ça répond aux besoins de nos participants que d'avoir des excuses? Et ça, nous, Lynn et moi, là, on a toujours favorisé la perspective et l'expérience et le sens qu'ont donné nos participants à cette expérience-là pour guider ce qu'on faisait avec nos données. Alors, c'était très important pour plein de monde d'entendre soit un commandant, soit le chef des forces militaires, soit le ministre de la Défense, soit le premier ministre, de s'excuser, de reconnaître qu'il y avait eu une faute. Ça, là, c'était crucial. Et pour eux, ça apportait une espèce de baume sur cette plaie-là qu'ils n'avaient pas été capables d'oublier, qui les rongeait encore des années après avoir été congédiés des forces militaires. Quand eux, il faut comprendre, quand on travaille avec des soldats, là, ou avec leurs conjointes, la pensée, comme on expliquait, comme on discutait plus tôt, devient militarisée. Ces personnes-là, c'est des personnes qui vont jusqu'à accepter de donner leur vie pour le pays. Alors que le pays ou la personne qui symbolise le pays, c'est-à-dire le premier ministre, s'excuse, c'est une reconnaissance qu'on ne peut pas remplacer. Et qu'il soit convaincant, c'était très important. Alors, on peut le critiquer pour pas avoir tout inclus ce que peut-être certaines personnes comme Gary Kinsman voulaient, par exemple, mais en même temps, je pense qu'on peut pas sous-estimer l'importance que ça a eu que Justin Trudeau, comme premier ministre du Canada, dise à des anciens soldats et leurs conjoints et conjointes: nous avons eu tort, la discrimination que vous avez subie, c'était une erreur. Tout ça, là. Et nous, Lynn et moi, c'était très important de maintenir l'importance de ça dans nos actions, pour guider nos actions.
Ça a toujours été comment on a traité nos données et le travail qu'on a fait pour ces personnes-là. Puis Lynn, elle avait été dans les forces. Moi, j'avais été sa conjointe pendant qu'elle était dans les forces. Ça, là, c'était vraiment au cœur, nous autres, de notre travail, de notre œuvre au niveau de la recherche. Et il faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, Mathieu Bouchard était à côté de Justin Trudeau et Mathieu Bouchard fait partie de la communauté. Et c'était l'avocat de Justin Trudeau. On l'a avisé parce qu'il venait de IMK en plus. Alors, il attendait cette poursuite-là. C'était pas comme une surprise là, qui leur tombait sur la tête. Puis c'était plus comme, OK, on va faire quelque chose pour essayer de régler ça. Très rapidement, on a eu une réponse collaborative et on a commencé à travailler ensemble pour essayer de trouver une solution. Et tout de suite, là, ça a commencé. C'était vraiment impressionnant. Parce que moi, j'ai vu comment les choses en cours peuvent se passer. Ça peut être vraiment long. Et tout de suite, après, tu sais, on a déposé ça en décembre. Si je ne me trompe pas, en janvier, on a commencé les rencontres. Ah oui, c'était hyper rapide. Puis les rencontres étaient vraiment rapprochées. Puis ils venaient toujours vers nous, moi, Alida et Todd, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup vers moi. We were getting very close. So we go to this meeting. On était vraiment très proche du but, donc on se rend à cette réunion et ils débarquent avec deux choses qui nous ont complètement surpris. Premièrement, ils ont essayé de revenir en arrière sur un point et de nous offrir moins sur un sujet précis par rapport à ce qu'ils avaient même proposé avant, ce qui m'a vraiment choqué. Puis, sur la question qui était encore sur la table, ils ont fait une proposition qui était manifestement inacceptable. J'ai regardé mon équipe et j'ai dit « Ils pensent nous avoir acculés. Ils croient qu'on va devoir accepter n'importe quoi qu'ils proposent parce que cet événement va bientôt avoir lieu et qu'on va devoir l'annoncer. Ils pensent nous tenir. » Alors j'ai parlé à mes clients et je leur ai dit « Écoutez, j'ai une proposition très difficile à plus simple à vous faire. J'ai dit que je voulais aller les voir demain et leur dire que ce qu'ils proposent est inacceptable. Et voici ce qu'on veut. Mais je voulais aussi leur dire autre chose. Si on n'a pas d'entente, vous n'irez pas à la cérémonie de présentation d'excuses, vous allez la boycotter. Et on va faire une déclaration publique disant que les négociations ont échoué et que les excuses données sont insincères parce que le gouvernement a refusé d'offrir des réparations appropriées aux victimes. Je vous le dis, mes clients étaient au bord du malaise. Ils ne voulaient pas avoir à prendre cette décision et ils étaient vraiment bouleversés d'être mis dans cette situation. Ils n'étaient pas fâchés contre moi, mais stressés par la situation. Finalement, ils ont dit « Ok, tu as raison, vas-y ». Alors je suis allé leur dire et j'ai précisé qu'ils devaient aller voir le Premier ministre. Il peut soit nous avoir, moi et mon équipe, à l'intérieur de la Chambre des communes qui applaudit ses excuses, ou il peut nous avoir dehors, devant la Chambre des communes, à manifester contre son gouvernement parce qu'il refuse d'être juste envers nous. C'est ses choix, maintenant allez le lui dire. Ils sont partis, on a attendu un moment, et ils sont revenus. Ils sont revenus avec une proposition raisonnable, donc on a pu faire une entente. Mais j'appellerais ça une expérience limite. C'était vraiment très tendu. It was very tense. Puis ça a été réglé en 11 mois. Moi, je ne sais pas si vous savez, là, mais les recours collectifs pour 145 millions réglés en 11 mois, j'en connais pas beaucoup. Puis c'est le plus gros recours collectif au monde pour la communauté de LGBTQ. C'est énorme. La veille de la présentation des excuses du gouvernement, les avocats ont organisé une réception pour les survivants et survivantes de la purge LGBT à l'hôtel Lord Elgin, juste à côté de la colline parlementaire et du Mémorial national de la guerre. À l'époque de la purge, le bar du sous-sol de l'hôtel était un endroit bien connu où les homosexuels se rencontraient. Pour de nombreux invités, c'était la première fois de leur vie qu'ils rencontraient un autre survivant de la purge. En présentant ces excuses pour nos erreurs douloureuses, nous devons aussi remercier ceux qui ont fait entendre leur voix, aux gens qui ont résisté lorsque c'était impopulaire et même dangereux de le faire, à des gens de partout au pays, de tous les horizons et de toutes les allégeances politiques. Nous vous exprimons notre admiration pour votre courage et nous vous remercions. We also thank members of the We Demand an Apology Network. Les survivants et survivantes avec qui j'ai parlé pour cette série documentaire m'ont dit qu'ils ont ressenti toute une gamme d'émotions ce jour-là,
incluant la vétérane Diane Pitre. C'était comme bittersweet. C'était comme... je suis contente. Pourquoi vous avez pris tant longtemps à le faire? Comme... J'imagine... est-ce que c'est toujours comme ça, vos feelings là-dessus? Non, je suis correct. Je suis déçue que ça a pris tellement longtemps. Je suis déçue que j'ai été congédiée, que j'ai purgé, qu'on dit. Mais pour les 3 ans que j'ai fait dans les forces, je suis fière d'avoir servi mon pays. Ça sera toujours là, ça, la fierté d'être reconnu comme vétéran. On avait été dit qu'on ne serait jamais vétéran. On ne pourrait jamais travailler dans le fédéral. J'ai travaillé avec Post Canada pour 30 ans. Il y a tellement plus à dire sur les excuses du gouvernement. Ce n'était pas parfait, mais je pense que la réaction de Martine Roy aux journalistes dans la tribune de la presse parlementaire résume bien les choses. Je trouve vraiment qu'aujourd'hui, c'était une journée incroyable. C'est historique, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai jamais pensé vivre ça de ma vie. Ça fait 33 ans que j'attends après ça. C'est sûr que je me suis pas battue pendant 33 ans. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais je croyais qu'il fallait atteindre la justice. Je trouvais ça très difficile. Je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour réussir comme égal, comme deuil, comme juste société, comme on demande des excuses, mais rien ne se passait parce que tout le monde était très gentil, nous remerciait pour qu'est-ce qu'on faisait, mais rien ne se passait. Aujourd'hui, on voit le résultat. Ils ont pris ça au sérieux, ils ont pris les recommandations, ils ont vraiment admis, parce que tu peux pas t'excuser sans admettre ton tort. Alors, ils ont vraiment admis leur faute, ce qui est pour moi énorme. Parce que pendant 33 ans, personne n'a jamais admis avoir fait cette purge ou personne n'a jamais admis de m'avoir congédié, d'avoir brisé ma vie comme ça. Alors, c'était très gros. Ça me fait un bien. C'est sûr que ça répare pas tout, mais pour moi, c'est important. Mais c'est tellement plus gros que juste moi. C'est tellement plus gros. C'est le Canada au complet. C'est tout le monde. C'est la société qui grandit avec ça. Et je trouve ça très important et j'espère vraiment que les jeunes qui nous regardaient, que vous allez apprécier qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont mis beaucoup de travail pour se rendre à cette journée. Alors, je vous remercie beaucoup. Dans le prochain épisode, le 8e et dernier de la purge LGBT, la honte du Canada, les excuses du gouvernement fédéral n'étaient qu'une première étape vers la justice pour les survivants et survivantes de la purge. Le gouvernement libéral a déposé un projet de loi qui permettrait aux personnes condamnées pour des infractions liées aux relations homosexuelles, comme l'indécence grave, de faire annuler leur condamnation. Et l'entente de recours collectif devait encore être approuvée par le Cour fédéral. J'ai pas grand à ajouter, mais j'aimerais simplement souligner que pour les gens qui se reconnaissent dans l'histoire de la purge, s'il vous plaît, contactez-nous. Parce que nous avons annoncé ce règlement en principe, mais il faut que les gens qui se reconnaissent dans cette histoire-là nous contactent afin que nous puissions continuer notre travail et s'assurer que ce règlement puisse faire du bien au plus grand nombre de personnes. Vous entendrez aussi le parcours frustrant le Fonds Purge LGBT pour convaincre le gouvernement de Justin Trudeau de commencer à respecter sa promesse de déclassifier des milliers de pages de documents liés à la purge. La purge LGBT, la honte du Canada, a été recherchée et créée par moi, Sean Dern. Le producteur exécutif est Ian Capstick. Cette série est soutenue en partie par une subvention communautaire du Le Fonds Purge LGBT à Ottawa. Merci de votre écoute.